votre patience et de votre compréhension. Nous avons rencontré quelques difficultés techniques. C'est les aléas du Zoom. Je vous remercie d'être présent avec nous ce soir. On aurait aimé se rencontrer ou de vous rencontrer toutes et tous en présentiel au Nouveau Monde. Malheureusement, au vu des circonstances, ce sont ces modalités qui nous permettent d'organiser cet événement ce soir. Donc, je vous remercie de votre attention. Concernant les modalités, je vous informe que vous pouvez poser vos questions soit au numéro de téléphone qui s'affiche sur la page Facebook, soit également dans le chat Facebook qui me seront transmises et que je communiquerai aux invités ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier l'Université de Fribourg, le service de la communication, pour l'organisation de ce café scientifique. Je remercie également le Nouveau Monde pour la mise à disposition de cette plateforme technique. Je me présente, je m'appelle Isabelle Sob, je suis avocate et membre de l'association Femmes Juristes Suisses, qui est une association qui est composée de femmes de profession juridique et qui s'engage sur tous les thèmes en lien avec les femmes dans la société en général et dans le développement du droit en Suisse et à l'international. Ce soir, parmi nous, j'ai le plaisir d'avoir 3 femmes qui ont chacune leur expérience personnelle et leur expertise professionnelle pour guider, animer cette discussion. Je tiens tout d'abord à présenter, peut-être que vous la connaissez sans doute déjà, la professeure ordinaire, Madame Eva Maria Belzer, qui est titulaire de la chaire de droit public et de droit administratif à l'Université de Fribourg. J'ai également le plaisir de compter parmi nous Madame Françoise Prat, qui est professeure ordinaire en histoire contemporaine à l'Université de Fribourg et qui, avant ça, avait enseigné à l'Université de Genève l'histoire pour les études genre. Enfin, j'ai également le plaisir de compter parmi nous Madame Sylvie Durer, qui est la directrice du Bureau fédéral de l'égalité depuis 2011 et voilà, qui est titulaire d'un doctorat en lettres. Avant ça, elle avait été la directrice du bureau vaudois de l'égalité entre hommes et femmes. Je vous propose directement d'entrer dans le vif du sujet. Le thème, c'est femmes, 50 ans de droit de vote et après. Je vous propose de commencer par un petit rappel historique. Donc, les femmes fribourgeoises, elles ont obtenu le droit de vote au niveau cantonal en même temps qu'au niveau fédéral, soit le 7 février 1971. Le canton de Fribourg n'est pas précurseur. Et il n'est pas non plus retardataire à l'échelle suisse. Il y a d'autres cantons qui ont attendu d'introduire le droit de vote cantonal après 71. Les autres cantons romans, eux, en revanche, l'avaient introduit bien avant. Le canton de Vaud est le premier canton de Suisse à avoir introduit le suffrage féminin en 1959, si je ne m'abuse. Oui, oui, déjà en 1959. Donc, ma question ce soir, qui est adressée à Madame Prat, les autres cantons romans, ils ont été plus précoces pour le droit de vote cantonal. Le canton du Valais a introduit le suffrage en 1970, par exemple. Comment l'expliquez-vous? Alors, disons, je rectifie d'abord une petite chose, c'est qu'en fait, Fribourg a voté en novembre 69. Ils ont voté sur le principe et puis ils ont revoté en 71 pour le texte. Enfin, c'était un peu compliqué, mais c'était pas tout à fait en même temps. Voilà. Mais je dirais que les résistances à Fribourg étaient très fortes. D'abord, pour 2 raisons. Eh bien, la première raison, c'est qu'une des résistances les plus importantes à cette question du suffrage féminin, c'était cette idée de la naturalisation de la différence des sexes, à savoir que selon la nature, eh bien, les hommes ont certaines qualités, certaines compétences et les femmes d'autres. Et donc, dans un canton comme Fribourg, qui est un canton très rural, eh bien, disons, cette division sexuelle du travail, elle existe au quotidien. Et donc, l'idée avait pas mal d'ancrage. D'ailleurs, on le voit, par exemple, si on regarde, il y a un petit reportage en 69 de la télévision romande qui va dans la broie interroger des paysans, des hommes et des femmes paysannes. Et puis, elle dit à un paysan pourquoi est-ce qu'il a voté non en 59 et qu'est-ce qu'il irait voter maintenant. Puis il a dit qu'il avait voté non parce que chacun son domaine.
Voilà, nous, on ne s'occupe pas du domaine des femmes. Pourquoi les femmes viendraient s'occuper de notre domaine? Donc, on voit là derrière qu'il y a aussi non seulement cette idée d'une séparation, mais aussi l'idée d'une hiérarchie. Donc, les femmes, elles sont assignées au domaine du privé, qui a moins d'importance que le domaine du public, qui est effectivement le ressort des hommes. Et d'ailleurs, ce même paysan, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit oui, de nos jours, peut-être, je vais voter oui, parce que les femmes, elles ont quand même plus besoin. Il y a des femmes, beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes qui travaillent. Ici, chez nous, dans la Broye, les femmes mariées, elles n'ont pas vraiment besoin. Donc, vous voyez, il y a cette idée que l'homme marié défend sa femme, donc il est chef de famille. Il y a cette idée d'un pouvoir aussi qui est liée à cette question de la différence. Et en même temps, cette question de la différence, elle est très renforcée aussi par la doctrine catholique qui insiste beaucoup sur cette différence des rôles féminins-masculins. La femme, c'est le rempart de la morale. Et parce que la femme, c'est le rempart de la morale, alors parfois, paradoxalement, les catholiques, les élites, notamment l'évêque, comme Monseigneur Charrière en 1959, il va dire la femme doit voter pour protéger la famille des dangers qui la guettent. Alors, on est en plein anticommunisme, etc. Et donc, on voit qu'il y a toujours cette idée, le droit de vote des femmes, c'est pour la famille, pour la société, mais ce n'est pas pour elles. Ce n'est pas un droit pour elles. Et donc, cette question de Monseigneur Charrière m'invite à parler du deuxième argument, c'est l'argument des élites politiques qui, même les élites politiques conservatrices catholiques, elles ne vont pas forcément donner, même si l'évêque a dit, elles ne sont pas forcément unies sur cette question et elles vont laisser la liberté de vote. Et on voit que les radicaux font la même chose. Donc, les partis principaux, les partis dominants, ne vont pas oser, en quelque sorte, ils ne prennent pas le risque de mécontenter la majorité de leur électorat sur cette question, qui pour eux n'est pas une priorité. On a le Parti socialiste qui, lui, dépose une première motion en 51. Donc, la gauche soutient, mais au niveau des partis bourgeois, il n'y a pas du tout cette volonté. Et c'est seulement en 69 qu'on va voir pour la première fois des hommes des partis bourgeois, de l'élite intellectuelle, économique, qui vont soutenir le suffrage féminin. Mais là, il faut dire, en 69, il y a déjà beaucoup d'autres cantons romans qui ont approuvé. En fait, c'est plutôt une question de réputation du canton de Fribourg qui veut pas passer pour un retardataire. Donc, voilà. Donc, c'est ce manque de volonté politique, je pense que ça explique aussi beaucoup ce retard fribourgeois. D'accord. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Nous allons déjà, je rappelle que c'est le café scientifique du public. Donc, je vais vous transmettre certaines questions et le public, n'hésitez pas à adresser vos questions par SMS ou WhatsApp au 079 796 22 15. Bon, ça fait un petit peu Minitel, mais ma foi, c'est comme ça. J'ai une deuxième question. Alors, dans le cadre de, on est en 71, voilà, les femmes fribourgeoises suisses, elles obtiennent le suffrage au niveau fédéral et cantonal. Plus tard, ce sont les bureaux de l'égalité qui vont être créés. Je m'adresse à vous, Madame Durer. Quelle est la mission du bureau de l'égalité, des bureaux de l'égalité et vous pouvez nous dire un petit peu à quelle date le Bureau fédéral de l'égalité a démarré son activité, un petit peu dans quel contexte? Alors là aussi, il y a toute une histoire. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je salue aussi les autres participantes à cet échange et puis évidemment tout le public. Je me réjouis d'entendre les questions qui nous seront adressées. Alors, dans le domaine en fait de la création des institutions de lutte contre les inégalités et pour la promotion en fait de l'égalité entre les femmes et les hommes, là aussi, il y a eu toute une histoire. Il faut savoir qu'en 1974, il y a eu un rapport qui a été rédigé sur mandat de l'UNESCO sur la situation des femmes en Suisse. Et ce rapport était relativement virulent et dressait un portrait qui n'était pas forcément positif de la situation des femmes en Suisse en matière d'égalité. À la suite de ce rapport, il y a eu la décision en fait de créer tout d'abord une commission fédérale des questions féminines en 1976 et puis enfin en 1988, le Bureau fédéral de l'égalité a été créé. Les mandats du Bureau fédéral de l'égalité rejoignent aussi les mandats qu'on peut trouver au niveau des cantons. Il s'agit en fait de façon très large de lutter contre toutes les formes de discrimination, directe et indirecte, dans tous les domaines en fait de la vie. Vous voyez que le mandat est extrêmement large. Il s'agit aussi d'informer la population, de participer
à des projets de loi dans différents domaines, hein, parce que l'égalité, c'est vraiment une problématique transversale. Ça touche aussi bien les assurances sociales que la formation, que la santé. Enfin, c'est vraiment une problématique très large. Et donc, nous participons à tous les projets législatifs dans ce domaine-là, sur mandat évidemment du Conseil fédéral. Et puis ensuite, le Bureau fédéral de l'égalité a une particularité. Nous pouvons en fait, d'une part, procéder à des appréciations sur demande des tribunaux, en particulier le tribunal fédéral, dont régulièrement le Bureau fédéral se prononce sur des affaires qui ont été traitées au niveau fédéral et rend des avis. Le tribunal fédéral est libre évidemment de suivre l'avis du Bureau fédéral de l'égalité ou non. Ça, c'est une dimension. Puis une autre dimension encore, c'est l'attribution des aides financières. Le Bureau fédéral de l'égalité peut soutenir différents projets dont le domaine en particulier de la vie professionnelle, mais aussi depuis cette année dans le domaine de la prévention de la violence domestique en particulier, de la violence envers les femmes plus généralement. Donc là, c'est encore aussi une autre spécificité du Bureau fédéral de l'égalité. Puis enfin, il y a quelque chose qui est important, c'est le contrôle de l'égalité salariale dans le cadre des marchés publics. Les questions d'égalité salariale sont un enjeu important. C'est une condition de participation au marché public pour les entreprises. L'idée étant qu'on ne saurait accorder un mandat public à une entreprise qui éventuellement a un avantage financier parce qu'elle ne paye pas le même salaire aux femmes qu'aux hommes. Ça, c'est aussi un autre volet extrêmement important. Puis un dernier que je mentionnerai, c'est encore la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Puisque vous savez que la Suisse a ratifié la Convention d'Istanbul il y a quelques années et le Bureau fédéral est responsable de sa mise en œuvre, évidemment en coordination avec les cantons et puis en étroite collaboration avec les autres offices qui sont impliqués dans la mise en œuvre de cette convention. Donc voilà très très rapidement quelques aspects du travail du Bureau fédéral de l'égalité. Je vous remercie, Madame Durer. Alors, nous avons déjà des premières questions très concrètes concernant cette date anniversaire. La question est la suivante. N'est-ce pas du pur cynisme que de célébrer 50 ans de droit de vote? Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? En comparaison, Allemagne 1918, Grande-Bretagne 1928, Italie 1946. Dans quelle mesure les femmes migrantes italiennes ont-elles accéléré le mouvement des femmes suisses? Sans elles, serions-nous encore sans le suffrage des femmes? Alors, pour la première partie de la question sur la comparaison internationale, je vais adresser ma question à Madame Belzer, si vous pouvez apporter un élément de réponse. Et puis la seconde partie concernant la participation des femmes migrantes italiennes, je vous retournerai la question, Madame Prat. Madame Oui, Belzer, bonsoir je vous laisse la parole. à tous et à toutes. Je vous remercie de cette question. Effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a une raison de célébrer ou est-ce qu'on devrait plutôt faire une commémoration de la date? Effectivement, dans les années 70, la Suisse était le trou dans l'Europe, le seul pays qui ne connaissait pas encore l'égalité des droits politiques. En Allemagne, l'Allemagne était 53 ans plus vite. L'Autriche 52, la France 27, l'Italie 26. Alors, tous les pays qui nous ont entourés ont introduit l'égalité ou le suffrage féminin et la Suisse ne l'a pas fait. C'est une bonne question parce qu'il y a des bonnes raisons pour réfléchir. Ce qui a amené la Suisse à prendre tellement du retard. On dit souvent que c'est le système politique, c'est le peuple qui a décidé, mais c'était pas le peuple, c'était les hommes. Alors en fait, on a introduit la démocratie suisse en 71 seulement. Et avant, toutes les institutions suisses ont échoué, ont failli les femmes. C'était d'abord le Parlement, les deux chambres de Parlement. Il y avait plein de postulats, d'émotions. Il n'avait pas de succès. Le Conseil fédéral n'a pas pris ce dossier sérieux. Il l'a mis dans un tiroir, comme on dit fameusement. Le tribunal fédéral, qui a à plusieurs reprises été confronté à des recours des femmes et des hommes, a dit que c'était pas au pouvoir judiciaire d'introduire le suffrage féminin
tout autrement, c'était le droit coutumier qui disait que la Constitution était à comprendre d'une façon qu'elle exclut les femmes. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu cynique de célébrer les 50 ans. Mais c'est quand même le moment de rendre hommage à toutes les femmes et les hommes qui ont lutté pendant des années et des décennies pour arriver à ce résultat. Une lutte longue qui a pris beaucoup de patience et qui continue d'ailleurs. Merci. Une lutte longue qui nécessite de la patience. Il y a un élément de la question en lien avec justement les migrantes italiennes. Madame Prat, est-ce que vous voulez bien nous apporter quelques éléments de réponse sur cette partie de la question? Oui, effectivement, comme vient de le dire Madame Belzer, les Italiennes avaient déjà le droit de vote depuis 1926. Alors, quand elles arrivaient en Suisse, elles voyaient que les Suissesses n'avaient pas le droit de vote. Évidemment, c'était une raison d'étonnement et très, très importante. Je dirais que les Italiennes, les migrantes italiennes, ont joué un rôle important, peut-être pas dans la question du droit de vote, mais dans la question plutôt de la reconnaissance du travail des femmes et de l'importance de la nécessité des structures d'accueil pour les enfants. C'est quelque chose qui a été mis récemment en évidence, notamment par un mémoire qui a été fait ici à l'Uni de Fribourg par Sarah Baumann en Zeitgeschichte, et elle a étudié le rôle des colonies libérées italiani et des femmes qui étaient dans ces associations pour les Italiens en Suisse, pour les migrants, et elle a montré que ces femmes avaient effectivement des problèmes qu'une majorité de Suissesses n'avaient pas à l'époque, parce qu'une majorité de Suissesses ne travaillaient pas. Il faut voir que les années 50, 60, c'est peut-être ça, je voulais revenir dans une autre question, mais je peux le dire ici, c'est peut-être à un moment donné unique dans l'histoire des rapports de genre en Suisse, où ce modèle tellement classique de l'homme qui travaille et la femme au foyer a pu peut-être se réaliser pour une partie des classes ouvrières, parce qu'il y a eu une augmentation du salaire, il y avait les 30 glorieuses, et donc des femmes qui peuvent entre guillemets, rester à la maison, s'occuper des enfants. Et donc, les femmes travailleuses, c'était dans les classes populaires, les femmes plutôt au bas de l'échelle, et les migrantes. Et les migrantes ont revendiqué auprès des communes, notamment à Zurich, le fait que elles avaient des difficultés pour concilier travail et famille, du fait qu'elles travaillaient. Est-ce que ce serait pas possible d'avoir des repas à midi à l'école? Est-ce que ce serait pas possible d'avoir des devoirs surveillés en fin d'après-midi, etc. Et donc, à la demande des migrantes, certaines de ces structures ont été mises en place. Et quand ces structures ont été mises en place, bien des familles suisses se sont rendues compte que c'était une très bonne idée. Et donc, c'était aussi valable pour les familles suisses. Donc, on peut dire qu'elles ont accéléré, dans certaines grandes villes, la mise en place de ces structures d'accueil. Et ça a été quelque chose de très important. Voilà, je dirais le rapport. Je vous remercie. Merci, oui, c'est très intéressant d'apprendre cette influence. Effectivement, la Suisse, c'est pas un îlot au milieu de l'Europe. Il y a eu pas mal de mouvements de femmes d'autres pays donc qui sont venus et qui ont permis aussi d'influencer favorablement la situation. Nous avons reçu une question de Maxime Guay-Rotzeter qui demande s'il existe des statistiques sur l'utilisation du droit de vote par les femmes. Et il précise, s'abstiennent-elles ou est-ce qu'elles usent de leurs droits? Avant de vous passer peut-être la parole à vous, Madame Durer, sur cette question, je tiens quand même à dire qu'il existe effectivement des statistiques et puis il y avait un article qui sont régulièrement relayés par la presse et il y avait une enquête de la RTS qui a révélé, notamment dans certaines votations, que le vote des femmes, majoritairement des femmes sur certaines questions, permettent d'aboutir très clairement à l'adoption de certains projets, ou par exemple concernant les multinationales responsables, si seules les femmes avaient voté, cette initiative serait passée. Donc je vous passe la parole, Madame Durer. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous apporter? Alors, je renverrai évidemment aux différentes enquêtes qui ont eu là-dessus, notamment à toutes les informations statistiques qu'il y a sur le site de l'Office fédéral de la statistique, qui est extrêmement riche. Alors, concernant cette question, il semble que globalement, peut-être, ça dépend un peu les votations, les femmes tendent à voter un petit peu moins, encore et toujours, mais il faut regarder ça par classe d'âge. Hein. Il semble nouveau dans les dernières votations que les femmes les plus jeunes ont plus voté que leurs collègues masculins. En revanche,
dans les catégories plus âgées, les femmes étaient moins présentes. Donc voilà, mais après, il faut vraiment regarder de cas en cas. Très bien. Alors, je vous remercie pour ces précisions. Peut-être, je ne sais pas, vous avez hoché la tête, Madame Belzer. Est-ce que vous vouliez apporter un complément? Non, non, c'est bon. Vous acquiescez, vous êtes d'accord avec ce que dit Madame Durer. Très bien. Tout à fait, oui. J'ai également d'autres questions, notamment une question qui pourrait être adressée à vous, Madame Prat. Elle vient de Marie Deschenaux qui demande quelles sont les étapes qui ont favorisé l'obtention du droit de vote pour les femmes. Je pense qu'on on a déjà parlé un petit peu de certains moments clés de l'histoire, notamment que vous y avez répondu avec les migrantes italiennes, mais si vous pouvez résumer, c'est difficile, hein, l'histoire, ça peut pas vraiment tellement se condenser, mais si vous pouviez mentionner une étape clé, ça serait laquelle? Une étape clé, je pense que pour l'histoire de la Suisse, c'est les pressions internationales, c'est-à-dire la pression, lorsque la Suisse a voulu signer la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle n'avait pas de suffrage féminin, donc il y a eu une première proposition d'un conseiller fédéral, socialiste d'ailleurs je crois, qui a dit, ben voilà, on va voter cette convention avec des réserves. Comme on peut voter différentes conventions avec différentes réserves en disant qu'il y a un petit problème qui reste encore à régler, puis que ce petit problème, on va le régler dans l'intervalle, mais qu'on vote quand même, qu'on approuve quand même pour l'instant la convention. Alors, l'idée qu'on vote cette convention des droits de l'homme avec une petite réserve qui était le suffrage féminin, eh ben, ça a suscité une grande colère, on peut bien s'imaginer, une grande colère parmi les mouvements féministes et beaucoup de voilà. Et ça a suscité notamment un événement intéressant, important, qui a été la conjonction de deux mouvements féministes en Suisse. On pourrait dire le mouvement féministe, la première vague, qui était un mouvement qui, depuis le début du siècle, revendique le suffrage féminin, mais le revendique d'une façon bien, on pourrait dire, polie, prévenante, patiente, on fait des pétitions, on travaille, on réclame des choses, on fait des articles, mais jamais de manifestations bruyantes dans la rue, jamais de choses comme ça. Et avec les années post-68, eh bien, sont arrivés le féminisme, la deuxième vague, où eh bien, ces féministes, d'ailleurs, elles estimaient que le suffrage féminin, c'était quelque chose, bon, évidemment qu'il fallait l'avoir, mais il y avait d'autres revendications qui étaient bien plus importantes, la liberté de la contraception, de l'avortement, etc. Et donc, cet événement de la volonté de signer cette convention par les autorités avec des réserves, ça a rallié les deux mouvements qui se sont trouvés à 6000 femmes devant le Palais fédéral à Berne, 6000 femmes de tous les âges. Donc, on avait ces deux mouvements un petit peu ensemble. Et à l'époque, il n'y avait pas tant que ça de manifestations devant la place fédérale et jamais autant avec 6000. Donc, ça a fait quelque chose qui a été, je dirais, un événement qui était assez important Marquant. pour faire bouger les choses, quoi. Très bien. Alors, je vous remercie. Je vais m'adresser à vous, Madame Belzer. Donc, si on passe un petit peu de 71, on arrive en 88, l'année de ma naissance, mais c'est aussi l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit du mariage qui consacre l'égalité des époux, qui a permis d'accélérer en fait cette autonomisation, notamment financière des femmes, leur émancipation, puisque il consacre justement ce principe fondamental d'égalité des époux. On constate aussi les dernières années une évolution du droit matrimonial. Si on pense au droit du non, par exemple, il y a eu une volonté en 2014, si je ne m'abuse, d'aller vers plus de simplification dans les questions d'égalité. On abandonne le double patronyme, le choix d'un nom de famille commun, on conserve, par exemple, où chacun peut conserver son nom de célibataire. Il semblerait que le Parlement, à l'heure actuelle, soit en train de faire marche arrière, notamment sur cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Madame Belzer, sur l'évolution de ce droit matrimonial et sur ces tergiversations sur des questions d'égalité, notamment sur des questions d'état civil? Oui, merci beaucoup. On a parlé de l'introduction du suffrage féminin en 71. C'était une énorme étape, tard mais importante. Mais après, on a réalisé qu'on n'était pas du tout arrivé au bout. Lors de la première élection, il y avait 11 personnes, 11 femmes qui étaient élues au Parlement, une seule femme au Conseil des États.
évidemment, c'était pas une force qui pouvait changer le système juridique. Parce qu'à l'époque, il y avait encore plein de lois et de normes qui étaient basées sur un système d'inégalité, sur des conceptions de rôles différents des hommes et des femmes. C'est pour ça qu'on a dû faire une deuxième votation 10 ans plus tard. C'est la votation de 81 qui a introduit le principe de l'égalité de femmes et hommes dans la Constitution et une obligation du législateur de changer le système juridique en sorte que l'égalité devient une égalité vraie dans toutes les sphères de la vie. Alors, 7 ans plus tard, comme vous avez dit, en 88, on a finalement réussi à changer le code civil et le droit du mariage. C'était un droit de mariage qui nous revenait encore en principe du 19e siècle, qui était encore basé sur une vue de la vie familiale où l'homme et la femme ont des rôles totalement différents. C'est l'homme qui est responsable, d'après la loi, à soutenir la famille, et c'est le rôle de l'épouse de s'occuper de la famille et du ménage. La loi disait encore à l'époque que c'est le mari qui est le chef de la famille, qui décide le domicile de la famille et qui donne la permission à la femme, par exemple, pour faire un travail salarial. Alors, le mariage était quasiment un système de tutélage pour les femmes. Alors, c'était en 1981 qu'on a pu changer ça. Moi, je trouve ça assez incroyable que toutes nos mères et grand-mères ont vécu un système où c'était le mari qui était le chef de la famille. C'était une étape importante, mais pas la dernière. Il y avait encore plein d'inégalités dans la loi après cette grande réforme. Vous avez mentionné le nom de famille. Effectivement, on vient de parler de la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme a constaté assez vite que la Suisse violait la Convention des droits de l'homme en ce qui concerne le nom de famille, parce qu'en 1988, c'était toujours la règle que le nom de la famille, c'est le nom du mari. Et pendant des années et des années, et en fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à trouver une solution, bien que la solution est assez normale. Les gens ont des noms quand ils sont nés, et ils gardent le nez qui fait partie de leur identité jusqu'à la fin de leur vie. L'idée de changer les noms, prénoms ou noms de famille, c'est en fait quelque chose d'assez bizarre, qui dit quand on marie, on change complètement son identité. Mais c'est pas qu'on y est arrivé jusqu'à maintenant, comme vous l'avez mentionné. Si, c'est vrai, hein, souvent les personnes qui sont originaires d'autres pays qui viennent en Suisse sont assez étonnées de ce système. Vous avez mentionné justement la Convention européenne des droits de l'homme tout à l'heure. J'en profite pour rebondir sur une question que nous avons eue de Manon Marié, qui est adressée à Madame Durer, et elle demande, Manon Marié, comment la CEDEF, donc c'est la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, a concrètement influencé la mission du Bureau fédéral de l'égalité. Ah, nous avons un petit problème technique. Nous n'entendons pas Sylvie Durer. Est-ce que le problème a pu être résolu? Non, me dit-elle. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Ah si, alors, voilà. Oui. Les miracles de la technique, donc c'est parfait. Donc j'aimerais juste rebondir sur quelque chose qui est dit tout à l'heure, effectivement, tant par Madame Prak que Madame Belzer, que l'environnement international, que le droit international influence aussi la situation en Suisse.
et la convention, la CEDEF ou CIDO, hein, Convention contre l'élimination des discriminations envers les femmes, c'est vraiment une boussole extrêmement importante pour le Bureau fédéral de l'égalité et pour tous les bureaux de l'égalité. C'est un outil très utile qui a des exigences hein, dans différents domaines envers la Suisse, en matière de famille, en matière de travail, en matière de situation des femmes migrantes, etc. Et tous les 4 ans, la Suisse doit faire un rapport sur la situation, le soumettre à un comité d'experts qui, en retour, fait des recommandations. Donc, c'est un processus qui est vraiment extrêmement utile parce qu'à chaque fois, il nous oblige de faire cette évaluation, de faire une introspection de la situation en Suisse, de regarder de façon très objective, grâce aux statistiques qu'on a mentionnées tout à l'heure, où on en est en matière d'égalité salariale, en matière de participation des femmes au marché du travail, en matière de structure d'accueil, enfin en matière de tous ces domaines-là. Et puis ensuite, il y a ces recommandations qui sont faites et qui sont adressées au gouvernement au niveau fédéral comme au niveau cantonal, parce qu'il faut savoir que la mise en œuvre de cette convention incombe aussi aux cantons qui ont des responsabilités dans ce domaine, comme l'a rappelé encore le tribunal fédéral il y a quelques années. Et donc, ensuite, on regarde ces recommandations et on s'en inspire pour mettre sur pied un certain nombre de mesures. Donc, c'est vraiment un outil très, très utile et qui a une influence forte. Je vous remercie. Il y a d'ailleurs quelques mois ou années, il y a un guide de la CEDEF pour les personnes qui pratiquent le droit, il me semble, qui a été publié en partenariat avec la Commission pour les questions féminines, si je ne me trompe pas. Je vais profiter Absolument. pour rebondir sur une... Merci. Je vais profiter pour rebondir sur une question de Madame Valérie Piller-Carrard, excusez-moi, qui demande, et cette question est adressée je vais l'adresser à Madame Prat, est-ce qu'à votre avis, le fait que la Suisse n'a pas vécu les 2 guerres mondiales comme les autres pays d'Europe a eu une influence sur l'obtention du droit de vote des femmes? Alors effectivement, c'est un argument qui est souvent avancé. C'est le fameux argument du vote-récompense, où on dit que voilà, le rôle des femmes pendant la guerre, notamment dans les pays qui ont été très marqués, eh bien, est souvent mis en avant par les féministes pour revendiquer le droit de vote à la fin de la guerre. Ou alors, mais en fait, ça marche pas très bien parce que même pendant la Suisse qui n'est pas touchée pendant la guerre, dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième, les femmes font beaucoup de choses. Dans la Deuxième Guerre mondiale, elles font même le service complémentaire féminin au niveau de l'armée. Donc, on voit que ça fonctionne pas forcément. Je dirais ce qui fonctionne le plus au niveau, c'est pas tellement cette idée du vote récompense, mais c'est plutôt l'idée de l'occasion politique, dans le sens que souvent, quand la guerre se termine, eh bien, il y a parfois un nouveau régime qui commence. Par exemple, en France, c'est typique. La France est occupée, et puis il y a eu le régime de Vichy, collaborationniste, et De Gaulle arrive. Enfin voilà. Puis cette fois, on veut tourner la page. On veut bien montrer qu'on va tourner la page du régime de Vichy, qu'une nouvelle France, une nouvelle République va naître. Et eh bien, les historiennes françaises insistent sur ce fait que l'Assemblée nationale, enfin De Gaulle a proposé à l'Assemblée nationale française le vote des femmes c'est comme un signal qu'on passe à autre chose. Et effectivement, en Suisse, le fait de changer, le fait de passer de la fin de la guerre ne s'est pas accompagné d'un changement de régime politique. C'était la continuité, aussi bien dans la première que dans la deuxième, malgré qu'il y a eu la crise de la grève générale où cette question du suffrage féminin a été soulevée, mais on retombe ensuite dans un moment de grand conservatisme. Donc, il n'y a pas eu l'occasion, si on veut, d'une secousse. Ou comme dans d'autres pays, comme par exemple la Pologne, eh bien, 1918, c'est l'indépendance aussi de la Pologne après la fin de la guerre. Donc, on est dans un nouveau pays, et donc, un nouveau pays, nouveau droit et tout ça. Et donc, cette idée de marquer le changement politique du côté des droits des femmes, il va dans ce sens, il va parfois aussi dans l'autre sens, parce que par exemple, on peut penser à la République islamique en Iran, où, ben voilà, Khomeini arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait pour montrer qu'on est bien passé à autre chose? Eh bien, toutes les femmes sont obligées de porter le voile. On voit que les droits des femmes sont aussi des marqueurs politiques importants. Je vous remercie pour votre réponse très complète, effectivement. La Suisse était à l'écart, pas directement impliquée, on va dire, dans ces guerres, dans ces conflits armés. Maintenant, si on parle, souvent on parle des 50 ans du droit de vote, mais il y a quand même deux
deux droits importants, deux choses qu'on écarte, c'est que les femmes, elles ont reçu le droit de vote, mais elles ont également, donc de fait de pouvoir voter sur un objet, mais elles ont également reçu le droit d'élection, donc de pouvoir élire ses représentants, et de mon point de vue le plus important, celui d'éligibilité, donc de pouvoir se présenter à une élection. Donc, peut-être d'avoir une influence en participant à la prise de décision, de pouvoir exercer une certaine influence sur les lois qui sont adoptées, sur la manière dont le pays est gouverné et dont les décisions judiciaires sont rendues. Ma question est la suivante et j'aimerais vous laisser à chacune peut-être l'opportunité de répondre. Il y a plusieurs questions qui ont été posées en lien avec cette question. La représentativité, c'est un sujet qui fait régulièrement débat, notamment s'agissant de la question des quotas, par exemple, dans les conseils d'administration. Est-ce qu'on peut dire que plus de diversité au sein des organes dirigeants, ça a pour conséquence un changement de culture, d'entreprise ou de société, si on prend le législatif? Je vais commencer par vous laisser la parole, professeur Belzer. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est un grand débat, puis il faut faire plusieurs distinctions. La représentativité et les quotas dans la sphère publique, dans les autorités publiques, c'est une autre chose que les quotas dans la sphère privée. Dans la première situation, c'est vraiment une question fondamentale de démocratie. Est-ce que ça suffit de donner à tout le monde le droit d'être élu, ou est-ce qu'il faut faire en sorte que le résultat final, le Parlement élu, représente toute la société et les deux genres de façon égalitaire? Dans la sphère privée, c'est autre chose. D'abord, on n'est pas dans une situation où la Constitution s'applique directement. Les privés sont tous titulaires des droits fondamentaux, y inclut la liberté, y inclut la liberté économique. Alors, si on veut changer ce système, rendre la société de fait plus égalitaire, on parle de quotas dans le privé. On a souvent soutenu l'argument pour dire on n'a pas besoin de légiférer parce que de toute façon, les sociétés, les entreprises privées vont réagir parce que c'est dans leur intérêt. Il rate toute une source de ressources humaines s'il laisse tomber la moitié de la population. Mais on a compris entre-temps que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut quand même une pression du législateur pour casser les systèmes élites, les gentlemen clubs qui se sont souvent établis dans la sphère privée que publique. Alors pour moi, les quotas, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, qu'on aimerait bien avoir dans un système juridique, mais ils sont un instrument important et transitoire. Les quotas ne sont pas là pour rester avec nous. On souhaite tous vivre dans une société où on n'en a pas besoin parce que tout se passe normalement. La personne qui a les meilleures capacités et la meilleure expérience reçoit le job ou est élu. Mais nous savons tous que ce n'est pas comme ça que notre société fonctionne. Dans la sphère publique, c'est les partis politiques qui jouent un rôle fondamental dans la présélection des candidatures. On sait très bien que beaucoup de partis politiques ont fait en sorte, font des vrais efforts, mais ce n'est pas généralisé. Et c'est les partis politiques qui sont les filtres pour avoir accès au pouvoir législatif, exécutif et aussi judiciaire. Alors, à mon avis, il faut mettre de la pression, plus de pression pour renforcer l'égalité des chances dans la sphère publique, sociale et économique. Je vous remercie. Je vais rebondir directement sur ce sujet et adresser ma question à Madame Belzer, toujours dans la même lignée. Nous avons une question
d'Olfa Chati, mais il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions sur l'égalité des salaires. Ce sujet, je gardais un peu de suspense parce que c'est vrai que c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans l'espace suisse sur les questions d'égalité. C'est un sujet très important, hein, c'est une question de budget des ménages. C'est d'ailleurs pas une question qui concerne les femmes, c'est vraiment une question de société. Et la question, c'est l'égalité salariale, malgré les volontés politiques, elle n'a toujours pas été instaurée. À qui la faute et comment dans la pratique pourrait-on la mettre en œuvre? Madame Durer, est-ce que vous pouvez apporter des éléments de réponse? Oui, alors récemment, il y a une révision de la loi fédérale sur l'égalité qui porte précisément sur cette question. En fait, il s'agit d'amener les entreprises à vérifier qu'elles respectent l'égalité salariale et qu'elles respectent le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale, tel que le veut la loi fédérale sur l'égalité, mais aussi notre constitution suisse. Il est apparu que dans le cadre de l'analyse d'impact des régulations, un type d'analyse qu'on fait toujours dans le cadre des révisions de lois qui auront un impact économique, eh bien, on a adressé un questionnaire aux entreprises. Elles ont été très nombreuses à y répondre. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit l'égalité fait partie de nos valeurs, fait partie de notre culture, c'est un élément fondamental. En même temps, l'égalité salariale est aussi un pilier de cette dimension-là. Mais en même temps, l'écrasante majorité a dit, mais on n'a pas fait d'analyse de cette problématique-là. Et parmi les rares qui avaient fait une analyse, eh bien, elles ont dit, effectivement, on a vu qu'on avait un problème au regard de l'égalité salariale et que ce problème concerne essentiellement des femmes. Donc, à la suite de ces différents constats, le Conseil fédéral, puis le Parlement, est arrivé avec cette loi qui oblige maintenant toutes les entreprises, à partir de 100 employés, à faire une analyse de l'égalité salariale, à faire vérifier par un tiers indépendant qu'elle a été bien réalisée, et puis enfin à en communiquer les résultats. Donc on est en plein dans ce dispositif-là. Et si, dans le fond, il y a eu cette décision d'amener les entreprises à faire des analyses, eh bien c'est parce qu'on a vu qu'il était souvent difficile pour une salariée de voir si elle est effectivement traitée à égalité comme le demande la loi. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de transparence des salaires et puis il y a aussi une crainte de perdre son emploi ou d'être dans une situation très difficile dans son entreprise. Donc là, on voit que les choses ont bougé et cette loi, elle vient d'entrer en vigueur. Donc il s'agira de voir à l'avenir comment elle sera mise en œuvre et quels seront les impacts. En fait. Mais cette question salariale, elle est vraiment au cœur des revendications des mouvements de l'égalité depuis très longtemps. On l'a vu encore en 2019. C'est vraiment cette demande en fait d'un salaire égal pour un travail de valeur égale qui touche à l'autonomie économique des femmes, de leurs familles, à court, moyen et long terme, puisqu'évidemment, ça va impacter les rentes et toute la prévoyance vieillesse. Très bien, je vous remercie. Effectivement, l'égalité salariale, c'est un peu le nerf de la guerre, puis c'est quelque chose de chiffré et de concret. J'ai une autre question pour vous, Madame Bras. On revient un petit peu sur l'aspect historique. Il y a Olfa Chati qui a demandé, il y a un petit moment maintenant, comment on explique que les femmes se soient opposées au fond à ce droit de vote? C'est pas marqué dans la question, mais je pense qu'il faudrait dire que certaines femmes se sont opposées à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous répondre, Madame Prin? Oui, effectivement, il y a eu des mouvements de femmes qui étaient opposées au suffrage féminin. Dans un premier temps, je pense par exemple à des mouvements de femmes catholiques qui étaient opposées pour des raisons disons, de cette vision de la séparation des rôles. Hein. C'est toujours des femmes aussi, évidemment, adhèrent à cette vision de la séparation des rôles, chacun son domaine. Et donc, parmi ces mouvements, il y avait effectivement beaucoup de femmes qui disaient que dans ces milieux catholiques en particulier, que le rôle de la femme était au foyer, était dans un autre domaine, et puis qu'il ne s'agissait pas pour elle de vouloir faire de la politique, que ça aurait été au détriment de l'équilibre familial, etc. Ensuite, il y avait aussi d'autres mouvements qui disaient que d'ailleurs les femmes ne s'intéressent pas au droit de vote. Et cet argument, il faut dire qu'il a été... Dès qu'on a commencé à faire des consultations dans les cantons, notamment dans les années 60, pour demander aux femmes est-ce qu'elles s'intéressent au droit de vote ou pas, dès que les cantons ont organisé ce genre de consultation, on a vu que les réponses étaient à 80% pour. Donc cet argument n'avait pas du tout de fondement, c'était effectivement un autre argument. Et je dirais qu'il y avait aussi
une certaine argumentation qui disait que le rôle des femmes passait par autre chose que par la politique, mais passait par le monde associatif, passait par leur influence d'une autre manière, et qu'il fallait peut-être renoncer enfin, c'était pas une question de renoncer, c'est une question d'un mode d'influence dans la vie publique, voilà, qui était différent. Mais enfin, les deux ne s'opposent pas, voilà. Très bien, je vous remercie. J'ai encore une question. Cette fois-ci, je pense qu'elle est directement dédiée à Madame Belzer. C'est même marqué, excusez-moi. De nouveau de Manon Marillier qui demande quel rôle le fédéralisme a joué dans la lenteur de l'obtention du droit de vote, d'éligibilité des femmes. Plutôt un frein. Plus haut, j'avais une autre question. Excusez-moi, mais j'ai perdu le nom de la personne. Quelqu'un qui demandait, mais finalement, y a-t-il des disparités dans dans les régions linguistiques et comment elles s'expliquent et qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce frein, de ce retard. Je vous laisse la parole, Madame Belzer. Oui, merci beaucoup et merci pour ces questions. Difficiles d'ailleurs. Je pense que, comme souvent, le fédéralisme, c'est un système d'organisation en tant que tel neutre et les effets sur les droits peuvent être très ambivalents. Moi, un fédéraliste convaincu, je pense que le système a eu l'énorme avantage en Suisse de permettre aux cantons francophones, dans ce cas, d'introduire le suffrage féminin dans un temps où ça n'a pas été possible encore au niveau national. Alors, on n'a pas freiné les cantons progressifs dans cette question, ce qui est un énorme avantage, parce que ça a aussi déclenché un peu la situation. On a parlé des forces qui ont amené la Suisse finalement à changer la Constitution en 71, mais on n'a pas mentionné qu'il y avait des cantons qui ont servi comme modèle, qui ont aussi démontré que le monde ne tombe pas dans les pièces, les familles ne s'écroulent pas, la société, les familles fonctionnent toujours. Et puis, dans beaucoup de progrès, on trouve souvent des cantons qui ont inventé. Il y a énormément d'innovation bottom-up qui est née dans les cantons ou même dans les villes, et qui est copié après par d'autres cantons et qui arrive finalement au niveau national. Mais l'autre côté du médaille, c'est qu'il y a eu d'autres cantons et qu'il y a toujours d'autres cantons qui sont plus longs que les autres. Dans cette question de droit politique, on a un décalage énorme avec un canton d'Appenzell-Innerrhodt où les citoyens masculins jusqu'à la fin ont refusé d'introduire les droits égaux. À mon avis, ce n'était pas le problème du système fédéral, c'était un échec de la Confédération qui a dit « si c'est dans notre Constitution, si c'est des droits fondamentaux, ça oblige tout le monde. On ne peut pas permettre à un canton de violer la Constitution. » Oui. Alors, c'est tout ce qui concerne la diversité et l'unité. La diversité est là pour permettre aux cantons d'aller au-delà. Mais on ne peut pas rester en dessous du niveau national qui est codifié dans la Constitution fédérale. Alors, si on arrive à maintenir ça, on a un seuil minimal qui s'applique à tout le monde, mais on permet aux cantons d'expérimenter et d'aller au-delà et de trouver des nouveaux moyens de changer le système d'éducation, d'avoir un meilleur accueil pour les familles et de travailler sur les nouveaux sujets comme les discriminations multiples, les femmes migrantes, allophones. Toute notre innovation vient des villes, des grandes villes et des cantons. Et je pense que le fédéralisme est une force créatrice, mais il ne faut pas en abuser. Et souvent, on en abuse pour dire, nous, la Confédération, on ne peut rien faire, c'est l'autonomie des cantons. Mais l'autonomie des cantons ne leur permet pas de violer la Constitution.
Alors voilà, merci beaucoup. On a une constitution avec un standard minimum. Il y a une question qui vous est adressée, Madame Durer. Là, il y a un domaine qui n'est pas sur lequel on ne légifère pas, qui est de la compétence, en tout cas de la compétence, si, à certaines compétences fédérales, mais essentiellement cantonales, s'agissant des métiers féminins. Les soins, le commerce de détail et le fait que ce soit des branches avec des salaires plus bas. Euh, Comment faire pour revaloriser ces professions typiquement féminines et leur salaire? C'est pas marqué dans la question, mais effectivement, en période de Covid, il y a eu pas mal de reconnaissance qui a été témoignée, notamment envers le personnel soignant. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous apporter? Oui, félicitons le personnel soignant qui est toujours à l'œuvre. Ça ne s'est pas arrêté à la première vague. Madame Durer, quels sont vos éléments de réponse par rapport à ça? Comment valoriser ces professions féminines? Alors, on Typiquement observe en Suisse féminines, comme dans plutôt. d'autres pays une forte ségrégation professionnelle. On trouve essentiellement les femmes dans certains domaines et les hommes dans d'autres. Et puis, les domaines dits masculins sont effectivement souvent mieux rémunérés que les domaines dits féminins. Maintenant, on a une loi qui demande un salaire égal pour un travail de valeur égale, et j'insiste sur cette question-là, qui est extrêmement importante du fait de cette ségrégation. Mais en fait, l'application de cette loi, elle se fait au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, quand on fait une analyse de l'égalité salariale, c'est au niveau de l'entreprise et pas sur le marché du travail en général. Là, on peut faire des sensibilisations, mais j'entends, on ne peut pas forcément intervenir. Et dans le cadre d'une entreprise, c'est vraiment cette idée de salaire égal pour un travail de valeur égale qui existe. Alors, si on prend très concrètement la situation du personnel soignant, il y a eu déjà toute une série d'interventions en justice sur cette question-là, parce que des infirmières, des physiothérapeutes ou d'autres corps de métier qui étaient très féminins ont observé que leur salaire était moindre que, par exemple, celui du personnel de la sécurité. Et c'était souvent le cas pour les employeurs publics, puisque là, on voit qu'il peut y avoir des corps de métier extrêmement différents. Et donc, il y a eu des actions dans ce domaine-là qui ont demandé en fait à ce que le salaire du personnel soignant soit revu et qu'il y ait des analyses qui soient effectuées. On peut parfaitement faire ces analyses, il y a toute une méthodologie très scientifique pour essayer d'évaluer la valeur d'un travail. Il s'agit de regarder la formation qui est exigée, il s'agit de voir les charges physiques, les charges psychosociales, etc. On fait toute une analyse, puis après on compare la situation, par exemple, du personnel de sécurité, de la police et des infirmières pour aller vite. On observe, alors pour prendre de façon très très rapide ces deux situations, on constate que ces deux professions qui demandent un engagement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'il y a beaucoup de risques, alors des risques sanitaires, on les voit bien maintenant avec Covid pour certains milieux, d'autres types de risques pour d'autres, que les exigences en matière de formation sont très comparables, voire supérieures pour les infirmières actuellement. Donc on voit qu'il y a tous ces aspects-là, et puis le tribunal a statué dans un certain nombre de situations en disant effectivement il y a une discrimination salariale des femmes, et ils ont pas prier, mais exiger en fait de la part de l'employeur, en l'occurrence public, de procéder à une correction des salaires. Donc il y a des moyens d'aller devant les différentes instances pour demander des corrections et donner aux professions dites féminines, en l'occurrence l'exemple que j'ai choisi, c'est celui des métiers des soins, la juste reconnaissance qu'ils ont auxquelles elles peuvent prétendre. Maintenant, un autre moyen, c'est dans le cas des conventions collectives de travail, qu'il s'agit de mieux considérer les salaires des femmes. Ça, c'est un autre mode d'intervention. Très bien, je vous remercie pour Mais cette réponse très complète. J'ai une question un petit peu générale sur une initiative en fait qui va être lancée au plan, ou qui est même déjà en cours, au plan fédéral concernant le service citoyen, c'est exact. On
Alors, il y a excusez-moi, je me suis un peu perdue toute seule dans mes notes. Voilà, il y a une association suisse en faveur de l'engagement de milice qui lance cette initiative qui viserait à rendre ce service citoyen obligatoire pour toutes les personnes de nationalité suisse. Donc, ce service, il remplacerait le service militaire et les services de remplacement, et il serait obligatoire pour toutes et tous. L'un des arguments du comité d'initiative, c'est que les femmes au plan civique ne seraient à l'heure actuelle pas des citoyennes à part entière, dans la mesure où elles ne sont pas titulaires des mêmes obligations que les hommes, point de vue constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation, Madame Belzer? Bon, je suis pas d'accord avec la dernière. Évidemment, les femmes sont citoyennes de plein droit. Mais on constate effectivement une situation difficile à expliquer et difficile à gérer, que dans notre même constitution fédérale, on a deux normes qui se contredisent en fait. L'homme et la femme sont égaux en droit, c'est l'article 8, et l'article 59 nous dit « Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ». Effectivement, les deux choses ne vont pas très bien ensemble. Et puis, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour cette initiative. Une initiative qui essaye de résoudre ce conflit, ce conflit dans la Constitution. Pourquoi avoir un service civil pour tout le monde? C'est une option qui nous permettra de régler toutes sortes de problèmes. Il inclut cette perspective différente sur les différents travails, les valeurs du travail. On pourra très bien s'imaginer un service civil qui sert aussi un peu à mélanger les rôles, à mettre des hommes dans la sphère professionnelle dite féminin et l'inverse. Mais il y a encore des questions ouvertes en ce qui concerne la validité de cette initiative. C'est quelque chose que je regrette. Il y a des voix juridiques qui disent que l'initiative est en violation du droit international public qui interdit le travail forcé. Et effectivement, c'est un petit souci qu'on a avec cette initiative, parce que les conventions de l'Organisation internationale du travail interdisent le travail forcé. Quand elles définissent le travail forcé, le service civil remplit probablement la définition. Et il y a un article qui énumère des exceptions, et le service militaire est une exception, mais pas le service civil. Alors, c'est une question que les juristes débattent en ce moment. Si on peut dire si le service militaire est une exception qui désavantage les hommes, en l'occurrence, est-ce qu'on ne pourra pas avoir un service civil moins long pour tout le monde? Mais c'est une question qui est, à mon avis, encore ouverte. Très bien, je vous remercie. Effectivement, il y a pas mal de questions qui se posent, hein, notamment avec, en lien aussi. Alors, les hommes font partie intégrante de ce sujet. D'ailleurs, malheureusement, ce soir, nous n'avons pas, pour différentes raisons, invoqué maladie, manque de disponibilité, absence de légitimité même. Nous n'avons pas pu avoir d'hommes parmi nos intervenants et nous le regrettons. Le 1er janvier 2021, les hommes suisses, ils bénéficient depuis l'entrée en vigueur de l'initiative qui est passée au mois de septembre d'un congé paternité de 10 jours. Donc, je vais vous adresser ma question, Madame Prat. Au plan historique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de la participation des hommes aux tâches parentales et éducatives? On a vu au moment des discussions en vue de l'adoption de cette votation que c'était un sujet qui avait suscité beaucoup de débats dans tous les sens, hein, soit parce que ces 10 jours, c'était trop peu, soit parce que pour d'autres, c'était juste trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question?
Oui, oui, merci pour cette question. Je commencerai peut-être par une anecdote pour montrer vraiment à quel point on vient de loin. Au début du XXe siècle, à La Chaux-de-Fonds, il y avait une manifestation de chômeurs. Et puis, dans cette manifestation, on voyait un char où des hommes déguisés en femmes manipulaient des poupées, changeaient des poupées, leur donnaient le biberon ou bien leur manipulaient des casseroles. Et puis, il y avait une grande banderole sur le char qui disait « Voilà ce que le capitalisme a fait de nous ». Donc, voyez, donc l'idée qu'ils étaient réduits au chômage, qu'ils étaient réduits à faire les tâches domestiques, c'était pour ces hommes une dégradation, une dévirilisation complète. Et donc, on voit à quel point ce modèle du partage des tâches dans la famille, les hommes travaillent, les femmes s'occupent des enfants et du ménage, eh bien, c'est un modèle très, très fort, même dans ces milieux ouvriers où les femmes travaillent aussi. Le père dans la famille, c'est la figure d'autorité, mais ce n'est pas la personne qui prend soin des enfants. Et donc, tout au long du XXe siècle, ce modèle s'est quand même renforcé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, la défense nationale spirituelle, ça renforce encore cette idée, l'homme aux frontières, la femme à l'arrière qui protège le foyer. Dans les années 50, comme on l'a déjà vu, il y a une possibilité pour les femmes des classes populaires de ne pas travailler étant donné que les salaires des hommes sont plus élevés. Et puis à tout ça va s'ajouter encore dans les années 50-60 toutes ces théories psychologiques de la carence maternelle qui sont selon lesquelles la présence des femmes, notamment auprès des jeunes enfants, est absolument indispensable, sous peine de voir ces enfants devenir des délinquants, enfin, etc. Donc toutes ces théories sont vulgarisées dans la presse et donc ont un impact très important. Et donc, il faut voir à quel point les féministes de la deuxième vague ont dû ébranler des choses. D'abord, elles se sont appuyées sur des analyses des sociologues féministes qui ont commencé à traiter de cette division sexuelle du travail dans la famille comme vraiment une question qui n'est pas naturelle du tout, mais une question qui est une question liée au rapport de genre, au rapport de pouvoir, l'assignation des femmes au travail domestique, au travail parental, sous couvert de l'amour, mais en fait, c'est une question de pouvoir, c'est une question de pouvoir des hommes sur les femmes. Les femmes font ce travail gratuitement au détriment de leur insertion dans la sphère professionnelle et dans d'autres activités. Et donc, le mouvement féministe de la deuxième vague essayant de lancer cette revendication du partage des tâches, qui était quelque chose de vraiment nouveau. Et on voit un petit peu bouger les lignes dans ces années 70. Par exemple, il y a ce mouvement des nouveaux pères. En fait, on voit, mais c'est plutôt un mouvement, je dirais, de mode, un mouvement publicitaire où on voit des hommes représentés en train de s'occuper d'un bébé, voilà. Mais dans la réalité, en fait, la part des hommes dans les tâches parentales et domestiques n'augmente pas. D'ailleurs, à ce moment-là, l'Office fédéral de la statistique commence dans les années, je ne sais pas, Madame Durer pourrait savoir ça mieux, si c'est dans les années 80 et 90, où on commence à comptabiliser le nombre d'heures que les hommes et les femmes font dans ces tâches-là, et on voit que ça bouge vraiment très peu et très peu, mais il y a quand même des changements avec ces mouvements, par exemple, ces mouvements de pères, mouvements de défense de la condition paternelle qui sont dans les années fin 70, début 80, surtout des mouvements de pères divorcés qui revendiquent leur place dans le traitement du divorce avec un certain ressentiment, disant que les juges avantagent trop les femmes et tout. Mais disons que ce mouvement a fait un petit peu réfléchir, avancer les choses, notamment sur les questions de garde partagée et tout ça. Et puis, je dirais, dans les années 90, il y a des mouvements masculins un peu nouveaux qui remettent en question ce modèle de la séparation de la séparation des tâches, des modèles d'hommes, des mouvements d'hommes antisexistes, comme par exemple ce mouvement Meneur.ch dans les années 90, ça commence, ou début 2000. Donc là, il y a des choses qui bougent. Mais comme l'anecdote que j'ai montrée au début montre à quel point il y a vraiment un socle de représentation à ébranler sur cette question. Je vous remercie dans tous les domaines, hein, j'imagine, ça devrait passer, c'est un sujet très transversal. Je rebondis sur une question qui m'a été posée par Chelsea Roll. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours.
Oui, oui, pardon, excusez-moi, très bien. Chelsea qui demande: a-t-on vu une différence dans la manière de légiférer depuis l'introduction des femmes au Parlement? Ce qui me permet de rebondir en fait sur un petit élément que je vous avais soumis dans le cadre de la préparation de cette discussion et qui est le suivant. Une enquête de la RTS relayée cet été, elle a révélé que les femmes faisaient basculer un vote sur 10 au Conseil national depuis les élections fédérales 2019 et l'augmentation du nombre de femmes significative. La semaine dernière, il y a un article qui est paru dans la NZZ en ligne et qui prétend que l'introduction du suffrage féminin n'aurait rien changé en politique et que ce sont des facteurs tels que le revenu et le niveau de formation qui font la différence. J'adresse ma question à Madame Durer. 2 articles, 2 points de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Plus de femmes, ça change fondamentalement l'issue des votes au Parlement? Alors, ces 2 articles portaient pas sur la même population, hein. D'un côté, c'était des articles qui traitaient des votations populaires. Ça, c'est l'article NZZ et l'autre, en fait, l'enquête de la RTS, portait sur la situation au Conseil national. Donc on est quand même dans 2 univers assez différents. Maintenant, l'article aussi paru dans la NZZ disait que les femmes avaient une tendance au post-matérialisme. Je ne sais pas, il faut encore poursuivre les réflexions et les analyses dans ce domaine-là. Au niveau du Parlement, il est vrai qu'on a vu que certaines problématiques ont passé grâce aux femmes et une alliance large hein, de femmes de gauche et de droite, aussi avec des femmes. C'est ce qui a permis, par exemple, à la loi fédérale sur l'égalité d'être révisée. Il y a par exemple la question des quotas récemment, des quotas dans les entreprises, hein, avec des objectifs tant pour les conseils d'administration que pour les conseils de direction, qui a aussi été adopté. Donc on voit effectivement qu'il y a toute une série de dossiers sur lesquels je dirais l'expérience de vie d'un grand nombre de femmes fait qu'elles sont plus sensibles, pas au sens émotionnel, hein, mais qu'elles sont plus attentives, je dirais, à certaines problématiques que les hommes et qu'elles voient mieux la nécessité d'avoir des réponses de type législatif ou de type structurel. Donc je pense qu'il y a quand même toute une série d'évidences dans ce domaine-là qui montrent que effectivement, sur certains objets, les femmes peuvent faire la différence. Maintenant, il ne suffit pas d'être une femme pour voter d'une certaine façon. Il y a toute une série d'enjeux où on ne verra pas forcément de différence entre les femmes et les hommes. Très bien, je vous remercie. Effectivement, hein, ça fait sur cette question en fait de l'impact des femmes au sein des organes où elles ont été élues, elle est assez importante. On a une question, ça fait un petit moment que Fabienne Ménétrel a posé concernant l'engagement politique des femmes. En fait, comment faire pour renforcer, pour faire en sorte que les femmes se sentent plus légitimes à, à se lancer en politique. Vous avez tout un petit peu abordé ce sujet, surtout Madame Belzer et Madame Prat, en début de discussion, en évoquant notamment les réseaux, notamment ce que vous avez évoqué, Madame Prat, et puis certaines, l'organisation aussi de la vie. Moi, de la vie en société, je vous ai soumis dans le petit fil rouge que je vous ai fait parvenir des exemples, hein, notamment concernant la réforme des institutions politiques, les heures auxquelles se passent les réseautages, les heures auxquelles ont lieu les commissions, tout ça qui peut être vécu comme des freins. Est-ce que l'une de vous, sentez-vous toute légitime, pourrait donner quelques pistes comme ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour pousser les femmes à s'engager en politique? Donc, je pense que c'est d'abord une responsabilité des partis. Hein, c'est aux partis de s'assurer qu'ils ont des femmes, qu'ils soutiennent, qu'ils encouragent à prendre des positions importantes et à responsabilité dans le parti. Donc, il y a déjà vraiment une responsabilité du parti. Après, c'est vrai qu'il y a des conditions cadres qui sont un tout petit peu compliquées, avec des horaires le soir, etc. Mais en même temps, pourquoi compliqué? Parce qu'on part de l'hypothèse que c'est aux femmes de préparer peut-être moins le repas du midi, mais encore le repas du soir, et que ça va être compliqué par rapport à leur mission. Donc là aussi, il faut on revient à cette question qui a été débattue tout à l'heure, et il faut qu'il y ait un meilleur partage des tâches. Et si madame n'est pas là, il faudrait que ce soit monsieur qui prenne en charge les enfants, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan simplement domestique.
Je vous remercie. Et sur un peu le même registre, je ne sais pas, il y a une question de Marie Dechenaux qui demande quels sont, quel est, selon vous, le plus grand ennemi de l'égalité? Je vais poser cette question à Madame Prat. Vous avez analysé la position de la femme dans le contexte de la société suisse depuis longtemps. C'est une question un peu piège. Moi, quand j'ai lu cette question dans ma tête, j'ai pensé moi-même, enfin moi en tant que femme, ça c'est ma réponse pour moi. Quel est votre point de vue sur cette question, Madame Prat? Oui, c'est vrai que c'est difficile à répondre. Moi, je dirais les stéréotypes, peut-être. Voilà, les stéréotypes de genre. C'est ça qui a des plus grands ennemis. Et c'est ça qu'il faut faire basculer. Et comment on peut faire basculer les stéréotypes de genre? C'est très intéressant comme, ça regroupe en fait aussi un large spectre de sujets qu'on a évoqués dans la discussion, s'agissant du nom, s'agissant de la personne qui est légitime à avoir une activité professionnelle, etc. Différents sujets. Comment on arrive à faire bouger ces stéréotypes? Madame Belzer, est-ce que utiliser des outils juridiques, légiférer dans la matière, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je viens de réfléchir à la question, quel est le plus grand ennemi? À mon avis, ça pourrait être la peur du changement, qui concerne les femmes et les hommes. Si on change le système de fonctionner, qu'est-ce que ça va faire moi personnellement? Si on fait la vie familiale plus égale, ça change toute la famille. Ça change la vie des femmes, ça change la vie des hommes, ça change la vie des enfants. Et puis, je pense comme tous les changements, une première réaction, c'est de ne pas la vouloir parce qu'on ne voit pas tellement la future, comment la situation va changer personnellement. Alors, attaquer la peur ou diminuer la peur par les outils juridiques, c'est quasiment exclu. C'est là où on voit effectivement les limites du droit. C'est tellement profond dans la psychique de chaque personne et dans l'âme d'une société que c'est difficile d'y arriver. Mais on peut créer tout un environnement juridique qui est favorable au changement, qui donne de la sécurité, qui donne des informations sur le futur, qui protège les expectations, qui stabilise. Mais c'est vrai, il s'agit vraiment de changer profondément la société et la culture et des valeurs culturelles. Et c'est une énorme tâche. Je vous remercie. Madame, excusez-moi. Non, c'est bon. C'est fini, c'est bon. Je suis désolée. Madame Durer, je sais que la lutte contre les stéréotypes, c'est aussi une des missions des bureaux de l'égalité, du Bureau fédéral de l'égalité. Quelles mesures sont mises en œuvre et qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour le futur? Alors, c'est Einstein qui disait qu'il n'y a rien de plus dur que de casser un stéréotype. Il disait qu'il est plus facile de casser un atome que de casser un stéréotype. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, je pense que là, il y a une action qui peut être réalisée dans les garderies, dans les écoles, dans tout le monde éducatif, de veiller à ne pas créer des stéréotypes. Parce qu'on voit que très souvent, on offre aux filles et aux garçons des jouets différents, qu'on va encourager les garçons à avoir des activités plus physiques, aux filles à plutôt s'intéresser au coin d'Inette, aux poupées. C'est encore des choses qui existent. Il y a eu des études qui ont été faites dans ce domaine-là. Et là, il faut qu'il y ait une formation du personnel éducatif qui soit sensible à ces stéréotypes pour qu'ils ne les reproduisent pas. Il y a toute une série d'actions dans ce domaine-là. Au niveau des cantons, il y a eu par exemple tout un projet qui s'appelle aussi l'école de l'égalité pour essayer d'éviter justement de produire ces stéréotypes. Il y a la journée Oser tous les métiers qui est aussi réalisée pour encourager les filles à se projeter dans un univers professionnel et à ouvrir les horizons parce qu'on voit que les filles en fait considèrent seulement un petit nombre d'activités professionnelles, les garçons ont une perspective plus large. Et de nouveau, l'objectif ici, c'est de permettre aux filles comme aux garçons de choisir avec la plus grande liberté possible la formation puis la profession qui correspond à leurs aspirations et à leurs compétences. Et puis après, il y a quand même tout l'univers symbolique, tout l'univers des représentations. Quand on regarde les séries,
par exemple, ça donne certaines représentations, mais là, il y a peut-être un pouvoir, mais ça échappe aux compétences en fait de la Confédération et aux législateurs de faire qu'on produise des images. Si on prend par exemple certaines séries dans le domaine médical, ça a certainement contribué à encourager les femmes à se projeter dans ce monde-là. Si vous regardez les séries, par exemple, en matière de criminalité et d'études forensiques, les experts, par exemple, il y a eu quand même toute une série d'images de femmes et qui ont certainement contribué à faire que dans les études de sciences criminelles à l'université, on ait autant de femmes qui s'y intéressent. Donc, je pense que là, il y a peut-être des outils, mais de nouveau qui ne relèvent pas de la compétence fédérale, mais on espère une plus grande sensibilité à l'avenir dans ce domaine-là pour qu'il y ait des images de femmes qui fassent envie et qui disent aux petites filles et comme aux garçons que les professions ne devraient pas avoir de sexe et que ça devrait correspondre aux aspirations. À cet égard, on voit aussi qu'il y a des initiatives, par exemple dans le milieu du cinéma, pour qu'il y ait plus de parité dans les jurys, dans les prix, enfin dans toute une série d'éléments justement pour que les représentations soient moins empreintes de stéréotypes de genre. Je vous remercie. Ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à un programme de la RTS d'ailleurs qui s'appelle Spécimen. Et puis il y a un spécimen dédié aux biais qu'ont les enseignants, notamment s'agissant de ce stéréotype que les petites filles seraient nulles en maths. Et puis il décrit très bien en fait ce phénomène. Je vous invite à revoir cette émission. On a dépassé un petit peu du temps. Je voulais vous informer qu'on allait rattraper le temps du problème technique que nous avons eu. Donc voilà, j'informe ceux qui nous suivent, nombreux, et je vous remercie. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous passer, mesdames, les félicitations de Seraina Kind qui nous répond à relayer de suite. C'est des femmes comme vous quatre qui anéantissent les stéréotypes. Bravo. Alors, je m'auto-congratule et je vous félicite également. Je vous remercie pour ce commentaire, Madame Kind. J'aimerais revenir juste avant de gentiment amorcer la conclusion quand même de cet événement. On a eu beaucoup de plaisir à partager tous ces moments avec nous. J'aimerais revenir sur une question. Ah, bien sûr, mon ordinateur est bloqué. J'aurais dû faire des fiches manuscrites. Sur la question en fait qu'on a déjà partiellement abordée sur les domaines en fait dans lesquels les inégalités sont encore très très fortes. Et puis il existe notamment dans le droit des assurances sociales, il y a différents thèmes qui touchent la santé spécifiquement des femmes avec le système reproducteur qui sont encore, où l'égalité n'est peut-être pas encore atteinte. Ça, c'est une question de point de vue. Il y a pas mal de prestations qui ne sont pas prises en compte, notamment tout ce qui tombe pendant les 3 premiers mois d'une grossesse. Par exemple, l'interruption de grossesse en cas de grossesse à risque, extra-utérine, etc., etc., etc. On voit là qu'il y a vraiment, dans le domaine notamment de la santé, des coûts qui sont liés au genre supplémentaire et qui n'incombent qu'aux femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Madame Belzer, je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques pistes et puis si juridiquement parlant, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place. Quand vous dites il y a encore des domaines où des inégalités existent, il faut essayer de faire l'inverse. Il faut essayer de trouver des domaines où l'égalité existe. Je ne parle pas de l'égalité de droit, mais l'égalité de fait. Et l'inverse, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas encore des sphères où on peut dire l'égalité de fait est un but constitutionnel qu'on a pu atteindre. Alors oui, les exemples que vous mentionnez, elles sont importants. Comment changer? Si ce n'est pas de lutter les stéréotypes, changer la société, la perception des genres dans la société, dans la culture, on pourra aussi dire qu'il faut tout simplement changer les lois. Du coup, on se rend compte que c'est quelque chose qui est tout aussi difficile. On n'y arrive pas. C'est pareil dans d'autres pays qui ont de la peine à changer des lois, pas pour éliminer la discrimination directe, les règles qui pour hommes et pour femmes, ça on a plus ou moins illimité.
On parle des discriminations indirectes. Alors, c'est les normes qui sont neutres, formulées d'une façon neutre, mais dont les effets sont très différents pour les genres. Alors, déjà, ils sont plus difficiles à identifier, et même s'ils sont identifiés, on se rend compte que le législateur traîne à modifier ces lois. En Suisse, ce qui complique cette situation, c'est que notre pouvoir judiciaire est assez faible. Notre tribunal fédéral ne pourra pas revoir, par exemple, une loi sur les assurances sociales pour dire cette règle, cette norme est contraire à l'égalité de sexe, donc invalide. Notre Constitution oblige le tribunal fédéral d'appliquer une loi fédérale, même si cette loi fédérale viole la Constitution. C'est unique en Europe. Là aussi, la Suisse joue un rôle très spécial. Puisqu'on parle des droits humains, le rôle du judiciaire pourra quand même être une force qui fait bouger la chose, et cette force nous manque. C'est que la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui peut pousser le législateur suisse, mais comme nous savons, ce législateur n'aime pas très bien être poussé par ce qu'il appelle les juges étrangers. Juges étrangers. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais profiter pour vous faire part de quelques commentaires, pas vraiment des questions que nous avons reçues, hein. Notamment, il y en a une en lien avec les stéréotypes, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Belzer. Il y a une remarque sur on ne peut pas réguler ça par la loi, mais regardez la vente des rayons de jouets, comment y remédier? 3 petits points par la loi. Il y a un autre commentaire de Camille Goy qui indique qui nous précise que effectivement la CEDEF à son article 5, elle comporte déjà une obligation de lutter contre les stéréotypes. Donc il y a l'article effectivement, mais cet article ne nous dit pas comment concrètement s'attaquer au problème. Il y a eu de très très nombreuses interventions. Il y en a aussi eu une sur le port du voile intégral et sa compatibilité avec les valeurs suisses, notamment d'égalité. Il y a eu vraiment différentes interventions également sur le langage inclusif dans la loi. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce débat. Ça nous donne beaucoup d'idées. On se rend compte que le débat peut être très fourni et on se réjouit de nouveau peut-être organiser un café scientifique autour d'une de ces problématiques en particulier. Mais je vais gentiment clore la discussion et je vais m'adresser à vous, Madame Prat, concernant un petit peu le bilan que vous faites d'une part de cette discussion, des intérêts des gens. C'est très intéressant ce côté vivant et dynamique de voir ce qui intéresse les personnes qui nous regardent, les sujets des fois concrets, des fois très historiques, cet aspect que j'avais peut-être sous-estimé d'intérêt. À votre avis, dans quel domaine on a atteint déjà qu'est-ce qui vous réjouit particulièrement dans l'évolution des questions d'égalité et de votre point de vue, quelle devrait être la priorité pour les 10 prochaines années? Oulala, c'est un peu difficile. Je prendrais peut-être une expérience un peu personnelle, c'est que je remarque avec les étudiants et étudiantes que j'ai, que, en fait, je constate la détermination des jeunes femmes, par exemple, notamment des jeunes chercheuses, à vouloir faire une carrière professionnelle sans vouloir se dire « Ah, mais il faudrait sacrifier la famille, sacrifier les enfants ». En fait, elles ne réfléchissent pas dans ce sens-là. Il n'est pas question non plus qu'elles se sacrifient pour la carrière de leurs compagnons. Donc, il y a vraiment cette détermination à vouloir faire cette carrière professionnelle. Et je constate aussi que du côté des jeunes hommes, il y a aussi un changement, une certaine remise en cause de certaines visions traditionnelles de la masculinité. Quand je suis arrivée ici à Fribourg, il y a un peu plus de 10 ans de ça, j'ai fait un cours sur l'histoire des masculinités. J'avais presque quasiment que des femmes dans mon auditoire, très très peu d'hommes. Et puis je l'ai redonné l'année passée ou il y a 2 ans.
eh bien, ben voilà, c'était beaucoup plus partagé, l'auditoire, et on voit que ça intéressait aussi, aussi les étudiants, et pas seulement les étudiantes. J'ai vu là quelque chose d'intéressant. Et je vois qu'il y a vraiment, dans les jeunes générations, vraiment une volonté de secouer un petit peu ces manières de faire, ces stéréotypes. Alors, la question, c'est de savoir dans quelle mesure, à partir du moment bon, où ces intentions sont là, cette volonté est là, de renouveau, mais à partir du moment où ces jeunes vont être confrontés à la vie familiale, à la vie concrète, à la vie professionnelle, est-ce qu'il y aura les structures, il y aura l'organisation qui va suivre leurs souhaits? Voilà, ça, ce serait une question. Je vous remercie. C'est réjouissant déjà de constater cette avancée. Des fois, on se dit des petits pas, mais c'est des grands pas dans la vie concrètement, dans la vie de chacune d'entre nous, hein. Il y en a bien une qui a brisé le plafond de verre avant qu'on puisse y arriver. Et puis, on peut tout être cette personne. Madame Belzer, si je vous retourne également cette question, une évolution qui vous réjouit particulièrement et puis la top priorité pour les 10 prochaines années? L'évolution qui me réjouit le plus, c'était les élections de l'année dernière qui nous ont fait cadeau d'un parlement renouvelé qui a fait sauter la Suisse de la position 35 sur une échelle mondiale à la position, je pense, 15. On a 42% de femmes au Conseil national. Ça m'a beaucoup réjoui. Et aussi, ce qui nous a amené là, les grandes démonstrations du 14 juin de l'année dernière qui ont démontré qu'il y a une force, une vitalité, une énergie qui va réussir à changer ce pays. Et les changements dont on a besoin, je pense que c'est de penser l'égalité dans un esprit ou dans un contexte de diversité. Quand on a commencé, c'était les hommes et les femmes. Et je pense qu'il faut plutôt penser maintenant sur toute la situation de diversité pour les femmes et la diversité dans le groupe des hommes. Et être conscient du fait qu'il s'agit de produire de l'égalité de chance, de donner à tout le monde une opportunité égale de déterminer sa vie professionnelle, politique, familiale, que les stéréotypes ne dérangent pas. Et ça nous force aussi d'accepter ou de se réjouir du fait que les personnes font des choix très individuels. Quand on a parlé de jouer, ça m'a rappelé mes expériences personnelles. Quand j'ai eu des enfants, un fils et une fille, j'ai fait tout que la poupée voit chez le garçon et les outils techniques arrivent dans la chambre de ma fille et j'ai donné des instructions à tout l'environnement familial, aux grands-parents et tout. Et puis voilà, j'ai pas réussi. C'est mon fils qui s'intéresse à la technique et à l'économie et aux sciences naturelles et ma fille s'intéresse pour les langues, l'histoire et le social. Et ça m'a pris un moment pour dire, mais c'est fantastique. Ils ont fait leur choix. Alors, l'égalité de fait ne peut pas nous ramener à pousser des gens et des individus à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il s'agit tout simplement de laisser la liberté de choix à tout le monde. Je vous remercie pour la réponse à cette question. Bon, un petit élément, effectivement, quand on ne vit pas dans un vase clos, la question se pose des influences qu'on rencontre à l'extérieur de la maison. Mais merci pour ces anecdotes. Madame Durer, si je devais vous demander une avancée particulièrement réjouissante et puis une top priorité pour les 10 prochaines années. Alors, je pense qu'au niveau global, l'avancée majeure, c'est quand même la formation. C'est qu'aujourd'hui, les femmes sont très bien formées en Suisse. D'où l'incompréhension
de ne pas les retrouver au niveau dans les postes à responsabilité, parmi les professeurs à l'université. On a 2 exemples aujourd'hui, mais on n'est pas encore à parité dans les universités. Donc là, mais voilà, globalement, c'est la très bonne formation des femmes en Suisse, ce dont je me réjouis. Il faut maintenant qu'elles puissent utiliser et la mettre à disposition de l'ensemble de la communauté. Ensuite, pour moi, la priorité, c'est la conciliation. Et là, je rejoins beaucoup ce qui a été dit par Madame Prat. Vraiment, il faut améliorer la conciliation pour justement que les hommes et les femmes puissent ensuite choisir le plus librement leur activité professionnelle, que les femmes ne s'orientent pas vers des professions qui permettent le temps partiel, que les hommes ne soient pas contraints à travailler à temps plein, etc. Donc, c'est vraiment la conciliation, je pense qu'il faut l'améliorer en Suisse. Et là, nous avons du retard. Alors, c'est un dossier qui est largement de la compétence des cantons et je me réjouis de participer à la discussion ce soir avec quand même le canton de Fribourg, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là, mais il faut encore les étoffer. On a des structures d'accueil pour les enfants qui commencent à être en nombre à peu près suffisant. Il y a encore beaucoup de disparités selon les endroits. Mais en revanche, le prix des structures d'accueil est souvent considéré par les familles comme étant trop élevé et comme étant une incitation financière négative au travail, en particulier des femmes, puisqu'on revient alors à la question de l'égalité salariale. Quand une famille dit non, on ne peut pas se permettre des coûts aussi élevés et qui décide de diminuer de 20% l'activité rémunérée dans le couple, pour des raisons de stéréotypes, mais aussi pour des raisons de calcul financier, très souvent, ce sera le salaire le moins élevé qui va réduire son taux d'activité parce que l'impact économique sera moins grand sur la famille. Et je rebondis sur ce que Mme Belzer a dit, très bien que votre fille ait choisi un milieu professionnel et votre fille un autre. Après, cette liberté de choix, elle est fondamentale, mais ensuite, il faut qu'il y ait vraiment un salaire égal pour un travail de valeur égale et qu'on reconnaisse la valeur de ces 2 milieux, de ces 2 orientations professionnelles de façon juste, pour qu'ensuite il y ait une véritable liberté de choix. Donc voilà, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, c'est vraiment pour moi un élément fondamental. Merci, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a malheureusement pas pu aborder. J'avais aussi préparé quelques éléments, mais le public a, a orienté nos discussions et je m'en réjouis. Pour ma part, je tiens à toutes vous remercier pour votre participation active et puis la facilité du contact. Je tiens aussi à des échanges et leur qualité. Je tiens à remercier l'association Femmes Juristes Suisses que je représente aujourd'hui, et ainsi que l'Université de Fribourg qui a répondu favorablement à ma sollicitation pour organiser cette discussion. Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, on propose notamment pour les femmes actives dans le milieu juridique différentes prestations, notamment on offre un programme de mentorat. L'association, elle rédige également des prises de position sur différents sujets de société. Je vous invite à vous y intéresser et à consulter notre page internet. Maintenant, je vais me faire le porte-parole de l'Université de Fribourg et je vous annonce que le prochain café scientifique aura lieu le 24 février sur le thème Tourisme et touristes, j'irai où tu iras. Same but different, pardon, j'ai lu un peu de manière maladroite. Le dicton thaï reflète-t-il les pratiques du tourisme actuel? Chaque touriste cherche son propre Graal. Évasion, farniente, culture. Mais ma liberté si durement gagnée s'arrête où commence celle des autres. Écologie, Covid-19, tourisme, réseaux sociaux, même en congé, on n'échappe pas aux règles et aux injonctions. Et vous partez où cet été? Donc, je me réjouis d'assister à ce café scientifique le 24 février, probablement qui sera encore dans un format virtuel. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation. J'espère que je n'ai rien oublié. Si ce n'est de vous souhaiter à tous une belle continuation et une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver dans le cadre d'une discussion. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. au revoir.